Les grands enjeux dans la fièvre du 7 avril, journée consacrée à la célébration de la santé et notamment au cœur de la santé, donc le droit de chaque individu à jouir d'une bonne santé où qu'il se trouve. Dans ce nouveau numéro, nous recevons le docteur Joël Abetitovi, vice-président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Togo. Docteur. Bonsoir, monsieur Sifo. Ça fait plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Alors, c'est vrai que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc, a défini le 7 avril pour marquer une pause et mettre un focus sur la santé de manière globale. Alors, c'est vrai que le plus souvent, quand on dit la santé, on a une définition consacrée de l'OMS que nous connaissons tous. Encore faut-il le rappeler. Mais qu'est-ce que cela représente pour l'individu que de dire la santé, c'est ça ou cela? Ken, tu l'as si bien dit, la santé, c'est toute une définition de l'OMS que nous n'allons peut-être pas rappeler ici parce que ce serait trop rébarbatif. Mais je pense que pour le commun des hommes, quand je prends mes frères et sœurs togolais, pour eux, être en bonne santé, c'est juste se sentir bien, se sentir bien dans sa peau. La santé, l'OMS le dit, c'est un état de bien-être complet, mental, physique, spirituel. C'est vraiment se sentir bien. Psychologiquement aussi, socialement. Socialement. Il faut que l'on se dise, je ne souffre de rien. Ça va au-delà de la simple absence de maladie, comme on le dit. Voilà. C'est-à-dire que je me porte bien, c'est pas parce que je ne suis pas couché sur un lit d'hôpital. Voilà. Mais c'est que dans ma tête, je suis épanoui. Effectivement. Je suis quelqu'un qui jouit Effectivement, cela fait appel à tout ce que nous appelons les déterminants de la santé. C'est ça, la santé dans la poche aussi. Bien évidemment. qui est un élément qui est très important parce que les finances jouent beaucoup sur notre santé et on peut s'appauvrir seulement aussi. L'absence de santé peut entraîner aussi l'appauvrissement. Justement, on dit que la santé n'a pas de prix, donc ça veut dire que quelque part... Mais elle a un coût. Voilà. Elle a un coût. Absolument. Elle a un coût qu'il faut payer. Alors, notre thème, les droits à la santé au Togo, une AMU résiliente, donc l'accès la maladie universelle, l'assurance maladie universelle au Togo, qui est en vigueur depuis donc, le début d'année. Nous avons voulu donc lier cette AMU-là au droit de la santé pour voir un peu le socle même, la base aujourd'hui, peut-être de l'arsenal que l'État togolais met à la disposition des populations, c'est de faire en sorte que les gens aient accès à la santé. On verra bien ce que cela recouvre. Nous avons donc défini la santé pour le commun des mortels. Une petite pause pour regarder cet élément sonore et visuel et puis nous revenons. Par cette signature de convention, tous les acteurs impliqués dans la mise en application de l'assurance maladie universelle scellent le nouveau mécanisme qui entre en vigueur le 1er avril 2024. Aujourd'hui, nous avons signé une convention avec les différents ordres, les ordres des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes et les hôpitaux. Donc ça nous permettra, avec la méthode du tiers payant, de rembourser les soins et les médicaments auxquels les patients devront faire face à l'avenir. Je rappelle que notre cible, c'est essentiellement le secteur privé, formel comme ce que nous appelons informel. Nous préférons les appeler travailleurs non salariés, les ministres du culte, tous les gens du secteur privé. L'Ordre national des médecins du Togo, ONMT, l'un des acteurs clés dans ce processus, a assuré être totalement investi. Dans le processus de déroulement de l'assurance maladie universelle, les médecins sont des prestataires privilégiés parce que sans le corps médical, il ne serait question d'y avoir de couverture maladie universelle. C'est pourquoi nous avons tenu à être associés dès le départ à tout ce qui pourra être fait dans ce sens, notamment aux négociations qui ont abouti à ce jour à la signature de ces conventions qui fixent le cadre général entre les prestataires de soins et les organismes d'assurance maladie. Il y a la convention cadre pour tous les prestataires, y compris les organismes de la société civile, mais il y a les conventions sectorielles.
Alors pour le secteur privé de la santé, c'est-à-dire pour les médecins privés qui sont en structure privée, il y a une convention sectorielle à part qui a été signée également. L'assurance maladie universelle AMU permettra à tous les citoyens de tous les secteurs du territoire de bénéficier d'une couverture partielle de leurs soins de santé. Docteur Ameti Tavi, c'est vrai que quand on dit droit, ça va appeler forcément des devoirs, ça va impliquer pas mal de choses, mais ce droit reste fondamental. Et à juste titre. Tout à fait, tout à fait. Le droit à la santé, c'est un terme générique consacré de par le monde, hein, Oui. et qui veut tout simplement dire que tous les individus doivent pouvoir jouir pleinement de ce droit. Et dans ce droit, il y a beaucoup de choses qui vont au-delà de la simple prestance des soins, au-delà de la simple accessibilité aux soins de santé. C'est tout un ensemble de choses éducatives, environnementales, l'hygiène publique, alimentaire et tout. C'est vrai que si vous m'appelez, moi, médecin, pour venir parler du droit à la santé, j'aurais tendance à tirer le drap de mon côté. Absolument. Et à parler des prestations de soins, Des services, parler voilà. de notre système de santé et tout. Tout à Mais rappelons que cela regroupe tout un ensemble de choses. Et il faut pouvoir mettre en œuvre tous ces éléments pour qu'on prenne d'une jouissance pleine et totale du droit à la santé. De la santé, vous l'avez dit, les déterminants de la santé, c'est bien au-delà de la simple jouissance de son bien-être complet, ou l'environnement dans lequel on vit fait problème, la société dans laquelle on est, le cadre professionnel même dans lequel on travaille. Aujourd'hui, on parle de la santé au travail. Il y a beaucoup de disciplines qui naissent, qui mettent en lumière des aspects qui concourent au bien-être des individus, auxquels peut-être on ne parlait pas avant. Voilà des notions, les quelques notions donc, que vous avez rappelées. Vous le dites, tout le monde. Qui bénéficie finalement du droit? Vous, en tant que médecin, vous l'avez dit, vous aurez tendance à tirer le drap de votre côté. On parle de l'usager ici, où on va parler de tout le monde, y compris vous-même. Alors, si vous me posez la question de qui bénéficie du droit à la santé, c'est tout individu. Hein. Ah ouais. Tout le monde a le droit à la santé. Et si l'on veut revenir au Togo, Oui. la Constitution le consacre dans son article 34. Il dit clairement que l'État reconnaît aux citoyens le droit à la santé. C'est tout citoyen. Ouais. Tous les citoyens ont droit à la santé. Personne ne doit être laissé de côté. Un paquet de minimum. Ouais. Il y a un minimum d'accessibilité, par exemple, aux soins de santé auxquels tout le monde doit avoir droit. Même le fou dans la rue, il a le droit. Il a les droits. Et comme je l'ai dit, ça va au-delà de la prestation des soins. Ça va aussi vers l'accessibilité à de l'eau potable, à avoir un logement décent, à s'habiller correctement, à avoir le minimum pour manger chaque jour. Ouais. Ça prend en compte tout cela, et l'article 34 de la Constitution le dit, et ça continue, et ça dit que l'État œuvre pour promouvoir ce droit à la santé. Et donc l'État est tenu de mettre en œuvre. Il va sans dire que l'État est le garant du droit à la santé pour tous citoyens. Dans tous les pays et pratiquement au monde, il en est ainsi. Et il en est de même ici chez nous au Togo. Alors, nous allons évoluer dans notre thématique. Le thème retenu pour cette journée mondiale de la santé, qui est célébrée donc le 7 avril, je le disais. Cette émission est enregistrée dans ce cadre d'ailleurs. Notre santé, nos droits, c'est le thème qui a été retenu. Quel commentaire cela suscite en vous, notre santé, nos droits? Commentaire, au risque de me répéter, c'est de dire que la santé est un droit. C'est un droit inaliénable, autant que tous les autres droits que l'on peut avoir. Peut-être la base de nos droits. Oui, elle n'est pas un droit à part. Il va avec tous les autres droits, le droit à l'éducation, le droit de vivre, le droit à avoir son intégrité physique, à vivre dans un pays en paix et tout. Donc, tout ça là va ensemble. Et jouir d'une bonne santé, c'est aussi jouir de ce droit.
Alors, jouir d'une bonne santé, jouir de ce droit. Nous allons encore repartir pour écouter l'opinion que nous sommes allés donc interroger pour voir un peu si les gens, le commun des hommes, comme nous l'avons dit, a une idée de ce que c'est quand on parle du droit à la santé. Est-ce que les gens en jouissent? Est-ce que les gens sentent que... On aura d'énormes surprises. Voilà. Alors, docteur, c'est vrai que vous l'avez dit, la surprise, elle a été là. Quand on parle du droit à la santé, pour les gens, on a vu un peu ce que ça donne. Les gens, même individuellement, est-ce qu'ils se préoccupent de leur santé? Pour qu'un individu puisse se préoccuper de sa santé, il lui faut l'information, il lui faut l'éducation et l'information nécessaire sur les moyens de jouir de cette santé. Donc, on ne peut pas nécessairement... Chaque personne qui crée des situations pour préserver sa santé, c'est parce qu'au préalable, il a eu une certaine information. Et cela fait partie de tout ce que l'État doit mettre en place. Parce qu'après notre constitution, le Code de santé publique, qui est l'un des moyens de mise en œuvre du droit à la santé, le dit qu'il faut, vous allez voir l'article 4 par exemple, où on cite un certain nombre de choses dans lesquelles on dit que tout individu a droit à l'éducation. En termes de promotion de la santé, ils ont droit à l'éducation, à l'information sur la santé, que ce soit la santé mentale, la santé sexuelle et la santé de la reproduction et tout. Donc à partir du moment où les gens ont l'information, je pense que les gens commencent à adopter des comportements qui leur permettent de préserver leur santé. On en revient toujours à l'État qui doit pouvoir mettre en œuvre tout ça. Donc, l'État pas dans le viseur, mais l'État concerné, encore plus concerné. C'est pour ça justement d'ailleurs que nous avons voulu associer à notre thématique donc l'assurance maladie universelle qui est de mise et l'ordre national a été d'ailleurs donc associé. Et nous allons revenir sur cet élément. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit que tant que les gens sont debout, ils sont pas couchés, tout va bien. Ils se disent en bonne santé. Ouais. Alors qu'il y a ce qu'on appelle des tueurs silencieux. Il y a des maladies qui vont évoluer à bas bruit et qui subitement vont entraîner un événement subit, malheureux. Et ça, du fait de nos comportements. Du fait de nos comportements. Et c'est pourquoi il faut justement éduquer les gens. Et que il les faut gens donner les moyens aux gens aussi de suivre leur santé. D'accord ? Il faut pouvoir mettre en place des mécanismes qui permettent aux gens de jouir et surtout de prendre conscience évidemment, tout ça est consacré dans notre code de santé publique. Tout à fait. Mais est-ce qu'à ce niveau justement vous avez l'impression qu'on en fait assez? Mais au Togo, en Afrique, on se dit que c'est pas toujours assez. Surtout en Afrique, nos systèmes de santé ne sont pas encore optimums. Même les pays développés sont sans cesse à la recherche de moyens et mécanismes pour permettre à leur population de jouir de la santé optimum. Et en Afrique, n'en parlons pas. Nos systèmes de santé sont assez défaillants. Je parlais beaucoup plus de mon pays, le Togo, que je connais si bien. Et quand on veut parler de la défense du système de santé au Togo, pour le praticien que je suis, mon regard va directement vers l'insuffisance des ressources humaines, va vers la vétusté des infrastructures, le plateau technique qui est insuffisant et désuet, et également vers l'absence de structures sanitaires, que ce soit en termes de distance géographique ou bien que ce soit en termes d'équipement pour pouvoir prendre en charge certains types de pathologies. Donc il y a toutes ces insuffisances-là qui sont bien connues. Bien sûr. Monsieur Sifo, ils sont bien connus. Je pense qu'ils sont bien connus par nos autorités ministérielles. Et sauf que en tant que praticien, on se dit que ce n'est pas assez. Tout ce qui a été fait, ce n'est pas encore assez. Ce n'est peut-être que
si vous me permettez l'expression, du pipi de chat devant l'immensité des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le secteur. Et si vous le permettez, je veux bien le rappeler que les praticiens hospitaliers, à travers leur syndicat, le Synfort, depuis près de 20 ans, ne cessent de rabâcher les oreilles à tout le monde sur ces difficultés que connaît le secteur. Mais depuis, on n'a pas eu de solution véritable qui ait été proposée pour résoudre tous ces problèmes. Bon. Alors c'est vrai que ça reste un problème quand même. Ça reste des problèmes, ça reste un problème, ne serait-ce que les ressources humaines. Ouais. Vous savez, on est étonné, peu de gens le savent peut-être, quand on parle d'insuffisance des ressources humaines. Peut-être que le commun des Togolais a tendance à penser au fin fond d'un village dans le ventre mou du Togo, quelque chose du genre. Mais l'insuffisance des ressources humaines, c'est d'abord à Lomé. Vous avez des services dans le plus grand hôpital public du Togo, qui est le CHUSO, où il n'y a peut-être qu'un infirmier pour une vingtaine de patients. Vous avez des services où ils n'ont entre eux pour tout que 2 infirmiers qui tournent. Et comment voulez-vous qu'ils soient efficients dans leur travail s'il leur faut travailler plus de 12 heures ou bien au finish, on se retrouve des jours sans qu'il y ait des infirmiers dans les salles pour faire les soins. Le problème, il est à nos portes, il n'est pas très loin. Tout à fait. Et même si le discours ministériel parle de centres de formation installés un peu partout dans le pays, où il y a de nombreux citoyens togolais qui sont formés, ils ne sont pas absorbés. Il n'y a aucun mécanisme qui permet de les absorber. Il n'y a que le concours sectoriel, régional de la fonction publique. Mais encore, si on vous fait passer un concours que vous devez attendre 1 an, 2 ans avant de savoir que vous êtes intégré à la fonction publique, les gens sont passés à autre chose. Je ne vous parle pas de tous ceux qui s'expatrient. Parce qu'ailleurs, ils ont des besoins aussi. Oui, mais l'épineuse question des ressources humaines, avec des conditions de travail qui sont meilleures ailleurs que chez nous. Voilà. Donc, si vous voyez nos jeunes, dès qu'ils ont une porte de sortie par l'extérieur, ils s'en vont. Malheureusement, avec tout ce qu'on peut se dire que l'État a investi pour la formation de ces citoyens. C'est-à-dire que l'État forme ces citoyens et qu'on le perd du jour au lendemain sans que ça ne gêne personne. C'est assez dommage. C'est ça le problème des ressources humaines. C'est aberrant. Voilà, le problème des infrastructures aussi, il faut en parler. Le plus grand hôpital que nous avons, il date de l'époque coloniale. Alors, il nous faut construire un autre hôpital aux normes dans la capitale, avec un plateau technique qui permette de prendre en charge un certain nombre de pathologies. D'accord. Un seul, est-ce que ça suffirait? Un seul d'ailleurs, ça ne suffirait pas. Quand je parle d'un grand hôpital, on a une à Lomé, explosion démographique. C'est vraiment le summum. C'est un hôpital qui puisse permettre aujourd'hui de prendre en charge des pathologies qu'on n'arrivait pas à prendre en charge. Je vous donne un exemple. En termes de santé publique, les gens ont tendance à penser, à dire, c'est même le discours qu'il faut aller investir dans les soins primaires, dans tout ce qui est maladies infectieuses et autres, et tout, que c'est là-bas qu'il faut mettre de l'argent. C'est ça qui tue les gens dans nos trucs. Mais la santé de 10 individus vaut autant que la santé d'un individu. Aujourd'hui, vous avez les moyens pour permettre à quelqu'un, s'il vous fait un accident vasculaire cérébral, aujourd'hui, dans les 6 heures, vous lui faites passer un scanner, vous voyez qu'il est en train de faire un accident vasculaire cérébral avec une embole, il y a des moyens radiologiques qui permettent d'aller enlever ce caillot et cette personne retrouve sa santé dans les jours qui suivent. Très vite fait. Pourquoi on ne peut pas aller vers cette prise en charge aussi? Parce que peut-être cet individu prend en charge 10, voire 20 personnes. Voilà. C'est des drames sociaux et économiques au sein des familles où le chef de famille se retrouve paralysé ou bien même le chef de famille est décédé parce qu'on ne pouvait pas lui offrir les soins adéquats. C'est-à-dire la base. Nous avons eu même des professeurs agrégés qui sont décédés il y a quelques années de cette pathologie, par exemple, parce qu'il n'y avait pas de quoi les prendre en charge en urgence en même temps dans notre pays.
Tout ça, c'est des manquements de notre système de santé. Tout à fait. C'est des entraves à la jouissance du droit à la santé. À la santé, oui. Et il faut en parler, il faut oser en parler. Oui. Il faut investir dans la santé. Ouais. On ne peut pas investir juste sur un pan de la santé pour servir de saupoudrage et cacher toute la grosse partie de l'iceberg. Il faut pouvoir prendre des décisions qui vont dans le sens d'un système de santé. Alors on parle toujours, tout le monde. On parle toujours des moyens. Est-ce que aujourd'hui, notre pays, les pays africains qui ont les similitudes que nous sommes en train d'évoquer, ont véritablement les moyens de mettre en place tout ce que vous dites? Je pense que oui, si on pense qu'il faut être en bonne santé avant de pouvoir diriger le pays ou bien avant de pouvoir faire prospérer le pays, je pense qu'on a les moyens de mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes innovants de financement de la santé. Tout à fait. Il faut aller prendre de l'argent ailleurs. Il faut augmenter les budgets de la santé. Ce n'est pas pour rien que la CEDEAO a consacré un certain pourcentage pour les budgets de la santé au sein des pays membres. Il faut pouvoir aller vers ce pourcentage-là. Je pense que avec une certaine volonté politique, on peut trouver des moyens pour injecter dans la santé et améliorer nos systèmes. Alors, l'ennui, c'est que même les programmes aujourd'hui qui jouissent des fonds. C'est des fonds extérieurs. Des fonds extérieurs, bien évidemment. Mais depuis des années, là aussi, les problèmes persistent. Des fonds extérieurs. Si je viens te donner de mon argent, je t'impose ce que je veux. Mais est-ce que c'est vraiment de ça que j'ai besoin? Donc aujourd'hui, il faut aller vers la gouvernance locale de la santé et dire, OK, voilà la programmation que l'État fait pour les 5 prochaines années. On a telle prévision, on met en place tel élément, telle structure, avec tel, disons, profil de ressources humaines qu'on devra pouvoir aussi garder, parce que ça, c'est une épineuse question. Qui reste encore un défi énorme. On a parlé des problèmes, et il faut parler des solutions. Et les solutions, elles sont toutes faites. Hein. On n'a pas besoin d'aller, je sais pas, une grande école pour les trouver. Elles sont toutes faites. Elles sont proposées et par, si vous voulez, l'ordre des médecins, le syndicat national des praticiens hospitaliers. Il faut une réforme profonde du système de santé au Togo. Et dans cette réforme, ça prend en compte ce qu'on appelle la réforme hospitalière. Il faut mieux penser nos hôpitaux. Tout à fait. En termes de gestion, en termes de disponibilité des soins. Sur ce plateau, on a déjà discuté du problème de vente des médicaments, où on est parti jusqu'à parler de la pharmacie hospitalière. Tout ça là, doit être consacré dans un document. C'est pourquoi on parle de réforme hospitalière. Il faut aller plus loin. Il faut ce qu'on appelle la loi sur la fonction publique hospitalière. Dans cette loi, où en grosse partie, ça va parler de la gestion des ressources humaines en santé. On va mettre en place des mécanismes pour pouvoir absorber tout ce que nous produisons et les maintenir chez nous. Tout à fait. Il faut un plan de carrière spécial pour chaque individu qui les praticiens de la santé. Vous n'avez aucun système de santé au monde qui s'est développé en laissant les agents de santé sur le carreau. Un bon système de santé, ça part des agents de santé qui sont dans une zone de confort. Si on le dit comme ça, les gens ont l'impression que non, nous on veut être privilégiés ou autre et tout, mais en réalité c'est pas ça. On parle de santé. On parle de préserver la vie. On parle de préserver la vie. Tous les meilleurs systèmes de santé au monde mettent les agents de santé dans une zone de confort. Quand le praticien il vient pour travailler, il s'occupe de son travail. Là, aujourd'hui, au lieu de travailler, nous sommes obligés de régler des problèmes dans nos services. Moi, je m'en souviens, quand j'étais encore chef de service au centre hospitalier régional, le commune, il y a des matins où j'arrive, en tant que chirurgien, je ne peux pas aller au bloc. Parce que j'arrive le matin, c'est mon directeur qui m'interpelle, il y a eu tel problème la nuit. On passe toute notre journée à régler des problèmes. Pendant ce temps, il y a d'autres malades qui sont en urgence et qui attendent. On passe tout notre temps à régler des problèmes. Et parfois, c'est peut-être les outils aussi qui manquent. Et voilà, c'est des outils qui manquent. Alors, mais là, en revenant aux ressources humaines encore, docteur Mititovi, ça reste que c'est l'individu le problème. À la fois lui-même qui peut être la solution, mais qui reste également obstacle aux solutions. Je veux parler de l'éthique, je veux parler du comportement des gens dans le milieu, parce que le plus souvent, c'est pas un biais, c'est une critique, c'est un reproche aussi qui est avéré, qui est établi. Oui,
Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de ce qu'on appelle la loi sur la fonction publique hospitalière. Ouais. C'est un ensemble de lois, c'est un ensemble de décisions qui gèrent en partie le personnel soignant. Ouais. Alors, tout ce que vous mettez dans éthique, mauvais accueil, mauvais comportement, tout est défini dedans. C'est des choses qui vont tuer à partir du moment où on met en place les vrais systèmes, Ouais. où on met en place les vraies organisations, où on met en place de vraies procédures, de vrais protocoles au sein de nos établissements de soins. Ouais. Ils n'auront plus cours. C'est On ça. en revient toujours à la vente de médicaments, qui est indélicat, que nous condamnons tous. Mais à partir du moment où j'ai une pharmacie hospitalière qui donne le médicament au patient, qu'est-ce que le praticien va vendre derrière? Non. Vous voulez qu'il vende quoi? Il ne va rien vendre. Ouais. À partir du moment où j'ai le plateau technique adéquat pour prendre en charge mon patient, Je ne peux plus réclamer Pourquoi- de l'argent pour ça. pourquoi je vais réclamer de l'argent pour Ça ça? veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui suit s'il y a À quelque partir chose du qui moment où manque, on va qui en parler complète. tout à l'heure, où on a une assurance maladie universelle qui dit par exemple que quand vous arrivez aux urgences dans les structures sanitaires, vous êtes pris en charge à 100% avant qu'on ne parle de recouvrement et autres et tout. Mais qu'est-ce que je vais vendre derrière? Si j'ai la salle opératoire adéquate pour opérer le patient, qu'est-ce que je vais lui dire encore? Ben viens, on va. C'est plutôt en privé que j'ai ce qu'il faut pour te soigner. Non, non. Non, posons les vrais problèmes. Et puis en C'est ça, plus- c'est ça le problème, le serpent qui se mord par la queue, Ouais. d'accuser les agents de santé, de jeter l'opprobre sur le personnel soignant, comme s'ils étaient la cause du problème. Ils ne sont que la conséquence d'un problème qui existait depuis longtemps. Maintenant, à nous de mettre en place les vraies solutions. À partir du moment où je mets en place les vraies solutions, Pour faire des agents, des solutions également, parce Voilà. que je le disais. et c'est que j'ai l'individu qui de est au- bonnes pratiques, Oui, je pense que le facteur humain dont vous parlez, oui. il sera très vite maîtrisé. Les gens seront étonnés de la célérité avec laquelle ces pratiques vont disparaître dans nos institutions sanitaires si on met en place les vrais process. Et de toute façon, comme vous le dites, les vrais procès, ça veut dire aussi les filtres. Et que si quelqu'un veut contrevenir, donc, mais c'est l'ouverture, elle est béante. On voit tout de suite donc les méfaits. Il faut, Voilà, les vices sont visibles. Et ça veut dire quelque part qu'on peut facilement sévir. Ah ouais. Parce qu'on a les outils, on a les Voilà. éléments, on a les preuves. Alors, ce que vous dites, ça rentre dans les conditions aujourd'hui qu'il faut mettre en place pour garantir le droit à la santé de chaque Le droit à la individu. santé. Alors, Je me permettrai de citer un travail qu'a fait la Commission nationale des droits de l'homme l'année passée. Je pense qu'ils n'ont même pas fini. Il y a une autre phase qu'ils vont dérouler pour ce travail. Ils ont fait un monitoring dans les grands centres du Grand Lomé pour justement voir si le droit à la santé est vraiment assuré. Et vous serez étonné en lisant ce rapport de voir que ils ont parlé un peu de tout ça, de l'insuffisance des ressources humaines, bien sûr. de l'absence d'un plan de carrière pour eux, de la nécessité d'un statut particulier qui régit le secteur de la santé, qui régit les fonctionnaires qui travaillent dans le secteur de la santé, et de la nécessité d'améliorer les plateaux techniques, d'augmenter la capacité de nos hôpitaux. Aujourd'hui, vous allez dans la plupart de nos services d'urgence, dans nos grands hôpitaux de Lomé, vous voyez des malades au sol. Mais bien sûr, ça, ce n'est pas le rôle du personnel soignant. S'il n'y a plus de lits, c'est bien visible. Voilà. Comme on le dit, l'accueil dans les structures sanitaires n'est pas du rôle du soignant, mais c'est du rôle de l'administratif. C'est l'administratif qui fait ça. Quand il y a un manque de lits, c'est purement administratif. Quand vous allez ailleurs dans les grands hôpitaux en Europe, il y a un cadre qui s'occupe de ça. Il est là, il guette les arrivées et tout. Quand un service est débordé en termes de lits, il vérifie s'il y a un autre service qui peut en accueillir. Et on fait ce qu'ils appellent la délocalisation. Ce qui fait que des patients de cardiologie peuvent se retrouver, par exemple, en neurologie ou bien en chirurgie, parce que là, il y a des lits. On les garde là-bas, il faut de la délocalisation. Ils sont suivis par les praticiens là-bas. Voilà, on n'a aucune procédure interne dans nos hôpitaux pour ce genre de trucs, par exemple. Et ça, ce n'est pas du rôle du soignant. C'est purement administratif. Alors, les bonnes pratiques du rôle du soignant, justement, puisque nous parlons des conditions, vous l'avez évoqué, quand on met en place tout ça, le soignant aujourd'hui, dans l'état actuel, dans ce que nous avons, dans ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut recommander de la part
pour les soignants, prestataire, on ne cesse de le dire, hein, et chaque soignant il le sait, c'est l'empathie, c'est le bon accueil, c'est l'écoute du patient, c'est le droit à l'information du patient, c'est de promouvoir les bonnes pratiques, c'est de pouvoir se mettre dans un processus de formation continue qui te permette d'avoir les données les plus actuelles dans ta spécialité et prodiguer les meilleurs soins possibles à ton patient. Et comme je vous l'ai dit, ça c'est une infime partie de la chose. Oui, absolument. C'est-à-dire que chacun va jouer sa part. Du jour au lendemain, on règle ce problème lorsque tout ce qu'il doit y avoir comme environnement favorable au tout est mis en place. Alors, ce que vous dites aujourd'hui, on sait très bien qu'on en revient à celui qui prend les décisions. Vous avez parlé de volonté politique, vous avez parlé aussi d'un environnement qu'il faut créer. Tout ça, ça part de la volonté politique. Et vous le dites si bien, ce n'est pour rien qu'on a fixé les 11% du budget national consacré donc à la santé. Et ça, c'est pas nous qui le disons. L'objectif de Abuja a étudié les problèmes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cet objectif, on a du mal à l'atteindre? Même si on arrivait à l'atteindre, est-ce que ça suffit pour régler les problèmes? Parce qu'entre-temps, les données ont changé. Oui, les données ont changé, effectivement, vous n'avez pas tort. Ça veut dire que nos gouvernants ont du pain sur la planche. Ils ont du pain sur la planche. C'est peut-être des niveaux de débat qui nous dépassent, pas que nous dépassent en tant que... Mais qui nous amènent dans d'autres sphères. Voilà, c'est juste que nous n'avons peut-être pas toutes les données pour pouvoir débattre de ce genre de trucs, mais en tant que citoyens, nous pouvons dire que cet objectif a été fixé effectivement depuis plusieurs années. On n'a jamais pu l'atteindre. Et avec la démographie, beaucoup de changements et tout, il faut que ce soit... Il faut revoir les objectifs. Hein? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même les meilleurs systèmes de santé à travers le monde sont permanemment en quête du mieux. Ils ont des problèmes qui règlent au quotidien. Parce que les défis ne sont pas les mêmes. Personne ne s'attendait au Covid-19, mais le Covid-19 voilà, par exemple, une maladie émergente qui nous qui a mis tout le monde à genoux et à terre. Et donc, aujourd'hui, on dit l'un des moyens pour pouvoir régler les problèmes, ou plus ou moins mettre en place les choses de manière à ce que chacun puisse jouir de sa santé, c'est l'assurance maladie universelle. Et le Togo prend la décision d'y aller. C'est en vigueur depuis. Les uns et les autres ont été associés au processus. C'est vrai quand même que l'information ne file pas beaucoup autour de la chose. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais vous avez une idée. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vraiment la baguette magique? Ah non, ce n'est pas la baguette magique, même si c'est une très grosse opportunité, mais et tout dépend après de l'usage qu'on en fait ou de la manière dont on en fait la mise en route. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un peu l'impression que c'est le flou. Moi, je ne vous dis pas chaque jour ce que je reçois comme message d'amis. La dernière fois même, j'étais étonné qu'on m'ait transféré un message vocal d'un collègue médecin. Quand vous entendez tout ce qu'il dit, vous dites, il faut vraiment une grande opération de communication et d'information sur l'assurance maladie universelle, normalement avant sa mise en route. On aurait pu communiquer. Parce que comme vous l'avez dit, l'assurance maladie universelle a été consacrée par une loi dans notre pays depuis 2021, depuis le 18 octobre 2021 que la loi sur l'assurance maladie universelle a été signée. On est en 2024, donc 3 ans. Il y avait quand même assez de temps pour communiquer, expliquer les choses aux gens, communiquer, recueillir, améliorer, essayer et autres et tout, avant sa mise en œuvre effective. J'ai pu vous avouer que nous, depuis là, on essaye quand même d'amener les acteurs pour pouvoir nous expliquer le sujet. Ils n'ont pas encore eu le temps de nous rejoindre. On espère que dans les grands enjeux, on les aura pour nous expliquer davantage de quoi il est question. Moi, je vous propose, on va peut-être faire un petit exercice parce que moi, par rapport à l'assurance maladie universelle, c'est d'abord beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est. Absolument. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est. Il y a quelqu'un qui dit par exemple, ah non, est-ce que nous on a demandé à l'État que nous on veut avoir une couverture maladie, nous on a d'autres problèmes, on vient encore nous prélever de l'argent pour ça, etc. Mais il faut d'abord, c'est justement là où la communication pêche un peu, il faut d'abord aller faire comprendre aux gens que l'assurance maladie universelle, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Les gens ne savent même pas ce que c'est, d'accord? Qui dit assurance maladie universelle dit prise en charge des soins de santé.
Et universel, ça veut dire que ça tend à prendre en charge toute la population pour tout ce qu'il peut y avoir comme problème de santé. Voilà, problème de santé. Et à travers quel mécanisme? À travers le mécanisme d'une mutualisation. Ouais. Parce que nous allons tous cotiser dans une caisse commune pour que quand l'événement maladie arrive chez une personne, il puisse aller puiser dedans. Les mutuelles de coopératives de quartier avaient l'habitude de faire. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si pour une maladie X, j'avais besoin moi-même de sortir de ma poche 10 000 francs CFA pour me soigner, alors que peut-être à l'instant où la maladie survenait, je n'avais pas les 10 000 francs CFA et que je pourrais même avoir des complications de cette maladie pour ça. Aujourd'hui, on me demande peut-être de cotiser 10 000 francs chaque mois dans une caisse avec tous les autres concitoyens pour que quand cet événement maladie arrive, que je n'ai peut-être à sortir de ma poche que 2 000 francs et que dans cette caisse commune, on a épuisé 8 000 francs pour me soigner. En gros, c'est ça. Et peut-être même plus. Parce que voilà, selon je la pathologie, voilà. selon la pathologie, je caricature. Ça peut nécessiter plus que ça. Voilà, ça peut nécessiter on dit, plus vous que ça. avez les soins, mais après, votre cotisation continue. Voilà, ouais. je caricature, mais c'est à peu près ça. Ça a de bons côtés. C'est vraiment une belle aubaine. Et moi, si je dois lancer un message, c'est de demander aux gens déjà d'aller vers ça, d'accepter la chose avant. De toute façon, une bonne partie de la population n'a pas le choix parce que les gens sont prélevés à la source pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui... Mais notons que ça fait partie d'un des moyens de mise en œuvre du droit à la santé. Absolument. Donc, l'État étant garant, l'État avait la possibilité de prendre une loi pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit obligatoirement souscrire à une assurance maladie. Pour pouvoir jouir de son droit à la santé. Et pour ça, il faut que vous puissiez cotiser quelque chose. Tout à fait. Et ça va au-delà. Ça prend en charge aussi les personnes vulnérables, les gens qui n'ont pas de revenus, qui peuvent aujourd'hui être identifiés dans nos milieux et qui peuvent aller se faire soigner, en guillemets, pratiquement à 0 francs, ce qu'on appelle le régime d'assistance médicale. Donc on fait appel à notre solidarité nationale. Voilà, c'est ça. Donc chacun, l'individu se dit... C'est pourquoi je dis nous cotisons tous ensemble dans une caisse commune pour que nous puissions tous utiliser cette caisse-là et pour nous soigner derrière. Alors, selon vous... Ça, c'est le gros avantage. C'est une belle aubaine, que ce soit pour la population en termes d'accessibilité aux soins, géographiquement, financièrement, sinon tout de ce manière que vous globale voulez. de jouissance pour du droit à la les santé. structures sanitaires et les prestataires aussi, c'est la garantie d'une activité constante. Et il ne faut pas se le cacher, c'est un bon point politique pour tout gouvernement de pouvoir mettre en place cet élément essentiel de la protection sociale. Encore que cela aboutisse. Alors, on en vient à la mise en œuvre. Voilà. On en vient aux décisions qui ont été prises derrière. Parce que n'oublions pas. Aujourd'hui, le plus gros problème. N'oublions pas qu'il y avait eu quand même une première. Il y avait une première, même si ce n'était pas étendu. On a eu l'INAM. On a eu l'INAM. L'INAM a fait son chemin, mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de déboire. Mais finalement, c'est que pourquoi on passe de l'INAM à l'AMU? Il faut pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce que l'INAM a apporté concrètement. Parce que vous avez certains patients aussi qui se plaignent, des pharmacies qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes liés à la mise en œuvre de l'assurance maladie pour les fonctionnaires. Voilà, comment est-ce qu'on a pu régler ces problèmes? Et aujourd'hui, on veut embrasser plus grand en étendant au reste de la population. Donc les gens se posent des questions. C'est normal de se poser des questions. Mais vous savez, à côté de tout ce qu'on peut dire, à côté, vous avez des citoyens qui, grâce à INAM, arrivent à se soigner. Absolument. Vous avez des retraités qui vous disent, avec mon diabète aujourd'hui, j'ai accès aux médicaments. Voilà. Je vous parle par exemple d'un vieux retraité qui fait un cancer, qui aujourd'hui, avec l'INAM, les médicaments de chimiothérapie qui sont pris en charge, ou celui qui n'a pas INAM va aller peut-être débourser 250 000 francs pour sa cure. Et avec INAM, il dépense peut-être 50 000 francs. Et là aussi, justement, avec INAM, les gens ont pu faire bénéficier leurs époux. Et puis, c'est des choses qui ont existé. Époux et enfants. Voilà, justement, quand vous parlez de communication, quand ce n'est pas documenté, ce n'est pas présenté, les gens se posent toujours des questions. Et les gens vont se saisir, justement, c'est-à-dire que des cas d'échecs, des cas où il y a des problèmes. Maintenant, il faut rebondir sur ces échecs-là. Voilà. Il faut rebondir sur ces échecs-là et c'est ce que nous sommes en train de... ce que nous avons dit dès l'instant où on nous a dit qu'au 1er janvier 2024, on commence à
à prélever et pour qu'au 1er avril, on puisse mettre en route l'assurance maladie. Oui, mais tout ce qui avait comme défense de notre système de santé, nous l'avons cité tout à l'heure, il faut pouvoir régler ça. Absolument. Même si aujourd'hui, il y a un projet qui permet de mettre en place des centres de santé plus proches des populations, parce que la loi dit qu'en matière de couverture maladie, il proposerait que chaque individu soit au moins à 5 km d'une structure sanitaire. Même s'il y a un projet qui permet de mettre un peu tout ça en place, ce n'est pas encore suffisant. Et là d'ailleurs, c'est pas suffisant. Il fallait régler ces problèmes-là avant d'en venir à la mue. D'autant plus que déjà les voies pour atteindre les 5 km, c'est pas garanti. C'est pas garanti, voilà, c'est ça. Il fallait régler ces problèmes-là avant de mettre. Et puis les 3 mois, justement, on reproche la gestion, les médicaments et autres et tout. Il faut régler ces problèmes-là. Et tout ça là n'est pas encore réglé, mais la mue a commencé. Bon. Je pense que... L'Ordre national des médecins, d'ailleurs, était associé à la démarche. Oui, depuis le début de cette année, je pense, nous avons été invités à une série de rencontres, d'abord avec le ministère, les 2 ministères en charge, le ministère de la Santé, le ministère de l'accès universel aux soins, et ensuite avec les organismes gestionnaires de l'AMU, que sont l'INAM et la Caisse nationale de sécurité sociale, où on est passé à l'étape des négociations pour les conventions qui définissent comment vont travailler les organismes de gestion de l'assurance maladie, parce que la caisse commune dont je parlais tout à l'heure est gérée par des organes. En l'occurrence ici, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale pour le secteur privé, le secteur informel et autres, et l'INAM pour les fonctionnaires et les populations vulnérables. Et donc on a signé cette convention, c'est pour définir le cadre juridique. Tout à fait. Maintenant, au-delà de ce cadre juridique, il y a d'autres activités sur le terrain qu'il fallait régler depuis. Pour notre part, par exemple, je vous parle de ce qu'on appelle la nomenclature des actes de santé. On a une vieille nomenclature qui n'est pas nationale, qu'il faut régler. Et nous, depuis 2 ans, au niveau de l'Ordre des médecins, nous avons travaillé à ce qu'il y ait une nouvelle nomenclature, mais c'est laissé aux oubliés au niveau du ministère de tutelle depuis 2 ans. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'on aurait pu évoluer ce travail. L'Ordre des médecins avec les sociétés sans vente se sont assis. Sachant que la MIE arrivait, d'ailleurs, c'était une bonne opportunité. Pour produire ce document. Le document, il existe, on a partagé, on a fait des rencontres, mais la décision n'est pas prise, on ne sait pas pourquoi, ça n'avance pas. C'est pareil à ce qu'on appelle la tarification nationale des actes, qui n'est pas aussi discutée. Il fallait faire une étude, une analyse des coûts au niveau des structures sanitaires pour voir combien coûte réellement chaque acte. Beaucoup de pays l'ont fait. Et donc, pour définir en fonction du coût de vie de chaque population, combien doit coûter une consultation, combien doit coûter chaque acte et tout. Tout cela n'est pas fait. Et que chacun même ne se par lève rapport pas à la définition du taux. Chacun ne se lève pas pour fixer son taux. À la définition du taux, les 10%, 5% pour l'employé, 5% pour l'employé, ça n'a fait l'objet d'aucune discussion, d'aucune... études. Ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites pour voir à quel taux faut-il prélever la population employée comme employeur pour que l'assurance maladie puisse être au moins équitable. En mettant en compte aussi la part de l'État. En mettant en compte aussi d'autres pays vont plutôt chercher ils vont chercher des sous ailleurs. D'accord, ils vont chercher des sous ailleurs. Genre, par exemple, on ajoute 1 franc sur la taxe de consommation d'alcool. La taxe de consommation d'alcool, c'est des pratiques qui sont pourvoyeurs de maladies. Et on ajoute ça à la caisse d'assurance maladie. Ici, 5% aujourd'hui, l'un des grands péchés de notre assurance maladie universelle, c'est 5% que le concitoyen doit sortir. C'est assez grand, c'est assez énorme pour le citoyen de brosser 5% de ses revenus chaque mois pour pouvoir supporter ces des revenus qui sont déjà maigres. Alors qu'il y a d'autres aspects. Alors, est-ce que l'État, dans tout ça, là, n'aurait pas pu faire l'effort d'augmenter ne serait-ce que les salaires aussi? Jusque-là, on en revient au même finalement. Aux décideurs de trouver les mécanismes pour financer l'assurance maladie universelle. Plutôt que ça pèse encore sur les concitoyens. S'il faut prélever sur les salaires, oui, augmenter les salaires.
Et avant de mettre en place ce taux, aller chercher d'autres moyens aussi de financer cette caisse. Je pense que si on met en jeu les experts en la matière, il serait facile de Ils peuvent faire des trouver. propositions. Voilà, De toute façon, il y a de aujourd'hui financement. nécessité de pouvoir financer la santé, Oui. quel que soit le Quel que dispositif soit le qu'on truc. met en place. Que ce soit L'assurance maladie l'AMU, universelle l'AMU est une ne bonne tombe pas chose. du ciel et Voilà. ne vient pas avec L'assurance ses maladie caisses. universelle est une bonne chose, c'est un très bon moyen Oui. pour nous tous. Pour Mais garantir notre droit à la il santé. faut améliorer certaines choses, il Ouais. faut améliorer notre système de santé. Il y a des décisions fortes à prendre, il y a des choses à faire pour passer d'un bond qui ne sont pas encore faites. Il faut les faire. Il faut que la part qui revient aux concitoyens soit la plus basse possible. Ouais. Et c'est à travers la cotisation qu'il fait et aussi le reste à charge. Il faut que les pourcentages que prennent en charge l'assurance maladie permettent aux populations après de payer son ticket modérateur, parce qu'il y aura toujours quelque chose à payer par la population sur chaque acte qu'il va recevoir ou bien sur chaque produit de santé qu'il va acheter. C'est ça. Mais il faut que ce soit au moins de coût possible pour Alors, que cette assurance maladie universelle l'assurance réussisse. l'assurance maladie universelle, donc pour garantir donc le droit à la santé, il faut que ce soit une assurance elle-même déjà résiliente, Résiliente, ouais. qu'elle ait ses propres moyens Ouais. de pouvoir donc d'abord s'établir, se pérenniser, être la plus durable possible. Possible, Et oui. d'ailleurs, quand on parle de résilience, c'est en ces termes-là, mais aussi on gagnerait être, tous à voilà. faire pérenniser. mais être plus bénéfique aux populations, aux citoyens. Voilà. Parce que si le citoyen reçoit encore ou bien ressent le coût, le poids plutôt, j'allais dire, de cette assurance maladie finalement, on en revient au même. Et que le problème, il n'est pas du tout réglé. Tout à fait. Donc, je m'attends qui se meurt pas la queue. voilà, je m'attends à débourser moins pour ma santé, mais si au finish, sur le revenu que je gagne qui est déjà maigre, Mais je dois encore. je dois encore me plaindre et me ouais. demander finalement, je me suis soigné, mais qu'est-ce que je mange? Parce qu'on oublie cet aspect le plus souvent. On a pu voir les gens dans des campagnes de prise en charge de soins où on a redonné la vue. C'est une anecdote où on a redonné la vue au vieux. Le vieux disait, mais je suis mendiant et dans mon village, les gens me donnent à manger parce que je n'ai pas la vue. Vous me donnez la vue aujourd'hui, ils diront que j'ai retrouvé mes moyens. Ils me donneront plus à manger. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais? C'est un peu... C'est un peu... C'est pourquoi le droit à la santé comporte plusieurs aspects. Et vous avez parlé des déterminants de la santé. Et donc l'AMU doit prendre en compte tout ça. Il faut que l'AMU prenne en compte tout ça, effectivement. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, le 7 avril, Journée mondiale de la santé, l'assurance maladie universelle résiliente pour pouvoir nous garantir notre droit à la santé. Nous avons passé donc, on va dire, pas au peigne fin, mais nous avons passé plus ou moins quand même en revue, disons, les aspects, les notions qui rentrent justement dans le cadre de cette garantie-là. Si aujourd'hui vous avez des recommandations, vous l'avez fait tout au long de cette émission, mais si en termes de messages simples à délivrer, vous avez quelque chose à dire encore pour attirer l'attention sur le droit à la santé, pour faire en sorte que nous tous, chacun en ce qui le concerne, de sa responsabilité, de son rôle, de son positionnement, de sa position, aussi de son statut, qu'est-ce que l'on pourrait recommander pour qu'ensemble, nous tous, on puisse être garant du droit à la santé de l'autre, aussi bien le décideur, aussi bien le citoyen, le prestataire, donc l'usager des soins. Oui, Monsieur Sifo, merci encore une fois pour l'opportunité que vous nous donnez à chaque fois de pouvoir venir parler des problèmes qui minent notre secteur et pour pouvoir... nous sommes avant tout force de proposition. C'est notre objectif, c'est vraiment de mettre le doigt sur ce qui ne va pas pour peut-être permettre aux décideurs de faire les choix idoines. Comme je l'ai dit, l'assurance maladie universelle, c'est une belle nouvelle pour nous tous et je pense que nous devons tous contribuer à sa réussite. Et en commençant par la population et ensuite les prestataires de soins. Et derrière, il va falloir que le décideur aussi puisse toujours avoir l'oreille attentive pour améliorer les choses parce que nous avons déjà commencé. Le 1er avril, normalement, ça a commencé. Et donc, pour que ce soit vraiment une réussite, il faut que
nous ne rations pas la première marche. C'est très important. Ouais. Si nous rations je pense que c'est ce qui s'est passé avec Inam, à mon avis. La première marche a été ratée. Défaut de communication, imposition des tarifs de prix et autres études aux prestataires. Et finalement, on se retrouve après 12 ans, malgré tous les efforts qui sont faits, à ce qu'il y ait des critiques très acerbes contre cette institution. Des critiques avérées, même s'il y a des points positifs. Voilà, j'en appelle au bon sens de tout le monde, depuis le décideur jusqu'au citoyen lambda. Et c'est vraiment un bien commun que nous devons préserver. Nous devons tous y travailler. En tant que vice-président de l'Ordre des médecins, je pense que nous faisons ce qu'il faut de notre côté. Nous prévoyons même faire une tournée pour encore mieux expliquer aux médecins à travers tout le territoire tout ce qu'il y a comme cadre juridique en matière de santé et en matière de l'assurance maladie universelle pour leur permettre de mieux faire face à ça, pour promouvoir des bonnes pratiques. Absolument. Je pense que toutes les institutions de la santé qui sont forces de proposition, je veux parler des ordres, des associations et des syndicats, passent tout leur temps à faire ça, donc aux décideurs aussi de jouer sa partition. C'est vrai que le décideur, il prend des décisions, il ne communique pas, ben, chacun il contribue. Votre contribution, c'est ce que vous êtes en train de faire sur ce plateau. Docteur Joël Ameti-Tovi, merci d'être passé. Vous êtes vice-président du conseil de l'Ordre national des médecins du Togo. C'est toujours un plaisir de vous avoir et d'éclairer donc la lanterne des gens. L'assurance maladie universelle, c'est pas un poisson d'avril, hein. Ça a démarré le 1er avril déjà, c'est vrai, vous l'avez dit. Le mien, enfin, le silence autour, mais nous essayons quand même à SOS Docteur TV d'ouvrir le débat, d'en parler et d'éclairer l'opinion. C'est une bonne chose pour nous tous pour garantir le droit à la santé. À l'occasion donc de la journée mondiale de la santé, nous avons donc choisi... Bonne journée mondiale de la santé à tous alors. À tout le monde et bon ami aux Togolais. Voilà. Vivement la réussite de l'ami au Togo. Voilà. Allez, au revoir et à très bientôt sur SOS Docteur TV.